On ne cesse de le dire, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 du rendez-vous du Mondial du bâtiment de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. On va partir du côté, si je puis dire, de Wattrelos pour en parler avec la rénovation de 160 maisons individuelles dans le cadre de la démarche Energy Sprong dont on a déjà parlé ici dans ces studios de Bâti Radio. Alors, ils sont tous les trois en studio de leur côté. Moi, je suis à Paris. Fabien Lasserre, vous êtes avec nous? Vous êtes tous les trois. Bonjour. Ah bah c'est formidable. Bonjour Fabien Lasserre, responsable pôle innovation technique chez Veolia. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Je présenterai vos camarades après. Oui, donc je suis responsable de l'innovation technique chez Veolia. Donc Veolia, bailleur social de plus de 76 000 logements, historiquement implanté dans le Nord. Mais on est présent aussi sur les plus grandes agglomérations françaises. On a deux grands axes au niveau de l'innovation. C'est réduire l'impact environnemental sur nos bâtiments et puis également assurer la transition numérique pour l'ensemble de la gestion de notre parc et de la construction de nouveaux logements. Dans ce cadre, on a travaillé sur les projets Energy Sprong dont on va parler tous ensemble. Exactement. Wattrelos est un excellent exemple. Parfait. C'est pour ça qu'on voulait vous citer. Alors, c'est très bien, vous avez travaillé ensemble, vous êtes ensemble dans le même endroit. Myrtille Allard, bonjour. Vous êtes architecte de ce chantier chez Redcat Architecture. Quelques mots pour vous présenter, là encore? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Myrtille Allard, je représente l'agence Redcat Architecture. Donc, je suis chef d'agence là-bas et j'ai participé en tant que chef de projet au premier Energy Sprong français à M et là, actuellement, au Energy Sprong de Wattrelos qui concerne 160 maisons. Parfait. Et donc le troisième intervenant, Rodolphe Debord, bonjour, qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir ici dans cette émission, directeur innovation et développement durable de Rabot du Tilleul. Allez, là encore quelques mots pour vous présenter. Vous avez tout dit. Hein. Voilà, vous n'avez rien d'autre à dire. Voilà, moi non plus. Merci d'être venu. C'est un magnifique projet Wattrelos. Et stratégique pour Rabot du Tilleul Construction et à mon avis stratégique pour le territoire français puisqu'on a 160 familles qui sortent du risque de la précarité énergétique grâce à ce projet et il ne faut pas l'oublier, voilà. Donc c'est très bien qu'on en parle beaucoup. Exactement, donc on va commencer à le détailler. Je vais repasser la parole à Fabien Lasserre pour que vous puissiez en dire un peu plus. Donc c'est sur ces 160 maisons individuelles à Wattrelos. Alors normalement, c'est fin avril la livraison, c'est ça? Donc on est pile dans l'actualité, c'est ça à peu près? Exactement, là on est sous la neige à Lille. Donc, à Paris aussi, ça floconnait. Je pense que nos locataires sont extrêmement contents d'avoir des bâtiments à énergie zéro maintenant. Les autres voisins vont être jaloux et ce qu'on souhaite faire, c'est qu'ils soient jaloux le moins longtemps possible et qu'on puisse faire rapidement tous ces travaux sur l'ensemble de notre patrimoine qui est traitable de cette manière. Pour revenir un peu peut-être sur la genèse, donc ça commence à peu près en 2015. Nous, chez Veolia, on avait identifié des solutions sur les constructions neuves pour réduire notre empreinte environnementale. On avait lancé toute une série de constructions certifiées Passive House sur 20 sites partout en France, un petit millier de logements. Donc on pouvait pas aller au-delà en fait de la performance. Vraiment, était compatible avec les objectifs 2050. Et après, on s'est dit, mais en fait, l'enjeu, c'est quand même la rénovation du parc et pas tant le neuf. On a regardé avec nos partenaires européens, puisqu'on est intégré dans pas mal de programmes de recherche avec d'autres bailleurs et entreprises européennes. Et donc, nos voisins hollandais nous ont présenté le projet Energy Sprong, donc le saut énergétique, en nous promettant des logements rénovés en 3 semaines à énergie zéro garantie sur 30 ans. Donc, c'était un peu le graal absolu de tout maître d'ouvrage qui se respecte. Même en étant responsable de l'innovation, j'y croyais qu'à moitié. C'est pas bien, mais je l'avoue quand même. Voilà. Donc, je suis allé voir avec un peu tout le monde, dont Rabot et beaucoup de délégations. Et en effet, ça fonctionne. Donc là, la deuxième chose, c'est de dire, mais bon Dieu, pourquoi on n'a pas eu cette idée géniale avant quand même? Et troisième réaction, c'est pas grave, on va faire la même chose en France parce que s'il y a bien quelque chose où il faut mettre un projet, où il faut mettre son énergie, c'est bien ce genre de projet, de solution, de méthode qui coche toutes les cases. Donc dans ce cadre, on a lancé nos 10 premiers prototypes financés à 50% par l'Union européenne. Merci, un grand merci à l'Union européenne, donc à M, qui ont rempli, donc ça a été relevé, le défi a été relevé avec brio et avec courage par Rabot.
puisque c'est vraiment de la rupture extraordinaire. Et l'architecte et Red 4, toute l'équipe, c'est vraiment une démarche de rupture. Si un jour on venait toquer à votre porte et on venait vous annoncer, écoutez, madame, on peut vous rénover votre logement en 3 semaines, et puis ça sera énergie zéro après, et puis vous restez dedans, vous déménagez pas vos meubles, et puis tout ça on vous le garantit pendant 30 ans. Je ne sais pas si vous ne mettriez pas tout de suite à la porte en disant non mais les vendeurs de rêves c'est bon, j'en ai assez là. Donc c'est un peu ce qu'on s'engage à faire. Donc c'est vraiment de la rupture et c'est comme ça que le parc français devra être en 2050. Et 2050 c'est maintenant que ça se prépare sur les cycles immobiliers. Alors je vois Rodolphe Debord qui approuve et on en arrivera justement à appeler globalement sur les enjeux, puis les enjeux de massification qu'il y a derrière aussi au-delà de ce projet. Peut-être revenir, puisque vous parlez de rupture, Myrtille Allard, peut-être nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, la mise en place de tout ça. Alors au début, on avait un peu un côté expérimental parce que quand on a travaillé sur le premier projet à M, c'était 10 logements. Il a fallu un peu changer de démarche. On avait un industriel qui était présent dans le groupement, ce qui n'était pas forcément le cas sur Waterloo. Et ça nous a permis de vraiment revoir toute une conception technique parce qu'on avait donc l'utilisation de ces panneaux préfabriqués qui permettaient d'avoir une vraie rapidité d'exécution sur le site. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des sujets où on reste en site occupé, donc les habitants restent là du début à la fin. Et c'est vraiment aussi une promesse de diminution de la gêne locataire que de recourir à cette démarche Énergie-Sprong. Et donc, les 10 premiers logements, il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux habitants l'intérêt de cette démarche et son bien fondé. Je crois que vous avez même fait intervenir un artiste, c'est ça aussi? Alors ça, sur Waterloo, effectivement, on est en période de Covid, donc au début, on avait pas prévu vraiment des vraies interactions entre toute la partie chantier qui est d'habitude assez hermétique et les habitants sur place. Bon, le Covid nous a pas aidés. Néanmoins, on a fait intervenir un artiste qui, en fait, est intervenu sur toute la clôture du site et de la base vie. Et donc, on a fait des fresques artistiques avec des mots-clés tels que la rénovation énergétique, etc. Et on en a profité pour faire des encarts pédagogiques pour expliquer non seulement aux habitants qui bénéficient des travaux, mais aussi à tout le quartier, quels sont les enjeux de ce genre de projet et que ce soit un petit peu, que ça crée des émulsions aussi au sein du quartier. Ça crée exactement on va dire, voilà, une émulation aussi autour du sujet, le comprendre, parce que je crois que voir arriver quand même un chantier, c'est pas si simple que ça, Rodolphe Debord. Pourquoi vous dites ça? J'adore Rodolphe Debord. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, je vais avoir un chantier, je suis chez moi, je vois des façades, enfin bon bref, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est sûr que c'est jamais simple, voir arriver un chantier, mais celui-là, il est quand même exceptionnel. Et entre le fait de savoir, j'imagine, je me mets en empathie là par rapport aux résidents, mais le fait d'être sur un site exceptionnel, de le voir communiquer de manière artistique et culturelle sur son quartier, d'écouter sans peut-être trop y croire les espoirs de transformation de son bien. Peut-être que les gens de Waterloo, ils sont allés visiter les maisons à M, parce que les maisons à M qu'on a faites 2 ans auparavant, elles sont terminées et les locataires, ils sont ravis. C'est devenu les stars du quartier, je pense. Donc peut-être que quand même, ça rendait le sujet un peu plus facile. Après, on a fait, par rapport à M10, il y a eu des gros progrès en matière de gestion de chantier. On a mis en point, en tout cas dans l'entreprise générale et avec tous les sous-traitants, une technique inspirée de l'industrie automobile, directement inspirée de Toyota, qui s'appelle le Lean Chantier. Et ça nous a permis de faire un chantier, en tout cas de notre point de vue, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait auparavant chez Raboutiel Construction. Donc vous, ça vous a fait progresser aussi. C'est ça vous a fait progresser, j'allais dire, dans vos méthodes. Ça nous a forcé à progresser. Et surtout que le Lean était présent dès la conception, en fait. Donc, ce qui a surtout été un peu inédit, c'est que dès la conception, en phase avant-projet, on a mis tous les acteurs du projet autour de la table. Et quand je dis tous les acteurs, c'est les entreprises, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les concessionnaires, qui sont un point qui est souvent litigieux dans ce genre de projet où on ne peut pas se permettre des décalages d'intervention. Et donc, ça nous a permis de vraiment avoir une efficacité et de pouvoir positionner des jalons qui ont été très importants de la conception jusqu'au chantier. Et c'est bien la contrainte. C'est-à-dire, sans ce progrès-là, le projet, il ne sortait pas. Parce qu'il est ric-rac d'un point de vue économique. Autant sur M10, tout le monde, je pense, a perdu de l'argent sur le projet, on peut le dire sans problème. C'était dès le départ, de l'argent par maison de manière significative, parce que c'était le deal de départ. Mais les industriels, sur leur prototype, ils perdent toujours de l'argent. C'est jamais rentable un prototype. Et M, c'était un prototype. Autant là, sur 160, des sociétés de notre taille, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, il fallait qu'on s'en sorte.
Et pour s'en sortir économiquement et pour atteindre les performances drastiques mais utiles d'Energy Sprong, eh bien, il fallait qu'on réussisse. Et donc, il n'y a que l'innovation qui nous permet de changer les choses. Et l'une des innovations qui nous a amené au succès, c'est cette organisation Lean. Myrtille a parlé de toute l'organisation. J'ajoute, moi, qu'on a aussi mis dans la démarche Lean les occupants. Parce que quand la façade elle arrive le lundi matin, eh bien, il faut que l'occupant il soit là le lundi matin. Il n'est pas question qu'il ne soit pas là. Et vous lui donnez une heure précise de livraison? Oui. Je vous taquine. C'est pas un créneau 8h, 18h. Non. En fait, c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que les façades, en une demi-journée, une maison entière est complètement changée au niveau de l'image. Enfin, vraiment, quand on rentre le matin et qu'on repart le midi, la façade n'est plus la même. Ça donne envie d'aller voir. Ça donne envie d'aller voir quand vous faites ça, parce que c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Donc n'hésitez pas à regarder sur Internet, il y a beaucoup de vidéos. Je pense que Rabot et Vilogia ont mis des vidéos, et c'est vrai que c'est très étonnant, cette rapidité de pose de la façade préfabriquée. Ce qui était intéressant par rapport à ce qu'a dit Rodolphe Debord au début sur l'acceptation des locataires, c'est que c'est les locataires de M qui ont dit mais nous on peut venir témoigner, on peut venir rencontrer les locataires de Waterloo pour leur dire que c'est bien s'ils ont peur, parce que nous aussi on avait peur, parce que tout le monde a peur d'un chantier. Moi j'ai peur du chantier dans la salle de bain qui doit être refaite. Donc voilà. Vous voyez en fait, Rodolphe pour revenir sur cette rapidité, oui, sans blague, on n'est pas dans on va la poser un peu plus tard cette façade, etc. C'est vraiment unique. C'est un chantier à ciel ouvert. C'est 1 millier de panneaux qui sont posés. Les façades sur rue, les toitures, tout ça est industrialisé, et a été fabriqué, transporté. Donc il y a des flux de marchandises. C'est posé en 2 heures. Il y a une demi-façade qui est posée. Donc on prend les rendez-vous. Monsieur Martin, là, ce matin, c'est votre façade. Après, c'est votre toiture juste après. Donc Madame Dupont, donc l'après-midi, c'est votre façade. Demain, c'est votre toiture, etc. Et c'est comme ça sur les 160. Donc, il faut vraiment pas se tromper, et c'est une organisation complètement différente avec l'utilisation aussi de données numériques, de flux numériques, et sans ça, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à cette promesse de rapidité. Le chantier, il a été fait en 16 mois. Originalement, le contrat il était sur 15 mois. Traditionnellement, un chantier comme ça, on devrait le faire entre 25 et 30 mois. Et malgré le Covid, malgré le stress, oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a eu 1 mois de décalage seulement, mais c'est extraordinaire. Alors avec un vrai enthousiasme, je vous interromps Myrtille, c'est compliqué, vous êtes d'un côté, moi de l'autre. Avec un vrai enthousiasme, mais Rodolphe Debord l'évoquait quand même, il y a eu un coup quand même derrière tout ça. Fabien Lasserre. C'est un vrai projet, quoi. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est sûr que le souci, c'est le coût. Mais ce que disait Rodolphe Debord est juste. Nous, ce qu'on nous a dit quand on a lancé chez Vilogia, quand on a lancé les premières opérations de M, donc on a été lauréat d'un projet européen subventionné à 50%, les maisons, elles ont été vendues à 120 000 euros, et je pense que ça a coûté beaucoup plus aux différentes entreprises, et il y a vraiment eu un volontarisme qu'il faut souligner par rapport à cela. On a dit, mais Vilogia, franchement, rasez les maisons, construisez des maisons à côté, pour ça, faites des maisons passives, vous vous êtes lancé dans des constructions passives, ça sert à rien. Mais on leur a dit, mais si à un moment, nous, en tant que donneurs d'ordre, on n'initie pas en fait cette innovation. On dit pas, c'est ce produit qu'on veut pour 2050 parce qu'on est une société immobilière avec des personnes quand même qui n'ont pas beaucoup de revenus. On a quand même une responsabilité sociale et une responsabilité environnementale par rapport à la consommation d'énergie et les émissions de CO2 actuellement. Si on commence pas maintenant, nous, mais personne va le faire. Donc, on est très fiers d'avoir fait ces 10 premiers logements. Et en plus, on s'est posé la question en se disant, les prochains, on va peut-être faire une opération à 40 logements parce que comme ça, il y aura moins de risques financiers, parce qu'on va les sortir à 100 000 ou 110 000. Et en fait, la direction a dit non, il faut faire un grand site tout de suite. Et on va mettre celui qu'on prévoyait de faire à la fin de notre série de 500, puisque le but du jeu, on va signer une charte pour faire 500 logements, ce qu'on va faire à la fin de 2023. On aura 500 logements, plus de 500 logements Énergie Sprong de notre patrimoine. On fait tout de suite les 160. Et ça a été une stratégie très intéressante, parce que ça a permis aux entreprises, aux architectes, aux bureaux d'études, aux industriels d'investir en disant « Ah oui, en fait, c'est pas juste une vitrine comme d'habitude. Il y a vraiment une volonté de la part de Vilogia de changer les choses et d'arriver à un produit différent. » Et je pense que c'est la clé de la réussite. Alors, Rodolphe Debord peut réagir, oui. Et comme nous, on partage l'ambition, je pense avec d'autres acteurs, mais notamment de Vilogia, sur l'extrême importance du sujet de la rénovation énergétique avec des performances réelles et avec un volume réel,
on embrasse pleinement les contraintes drastiques d'Energy Strong. Il faut qu'on réussisse. Voilà. Et donc, l'organisation qu'on a mis en place avec RADCAT et avec tous les autres membres du groupement devait tenir dans les objectifs drastiques, donc de temps, de performance énergétique garantie sur 30 ans. Je vous fais pas le dessin, mais l'écart entre un calcul réglementaire et une performance énergétique réelle garantie sur 30 ans, d'un point de vue conception et d'un point de vue soin de pose, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà. Il faut quand même se le dire. Donc, la performance, le délai et le prix de revient, il fallait que ça tienne. Voilà. Et la durée d'un chantier, c'est extrêmement important dans le prix de revient d'un chantier. D'où les méthodes très, très pointues qu'on a fini de mettre au point sur le projet de Waterloo et qui maintenant sont déclinées sur tous les autres projets de l'entreprise Rabolitiel Construction. C'est extrêmement important. Il faut continuer à baisser ses coûts, bien sûr, mais en même temps, on peut se demander... là, la maison, elle coûte 100 000 balles, la rénovation, donc on peut lever les bras au ciel ou pas, mais 100 000 balles garantie de performance énergétique sur 30 ans, les gens, ils vont produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur 30 ans, ils vont dépenser 0 € de gaz. Je n'ai pas besoin de faire un dessin en ce moment là, sur l'origine du gaz. Exactement. Les 100 000 balles, là, ils sont dépensés sur des entreprises qui ont fait des chantiers sur place avec des emplois locaux. Les produits industriels, les façades industrielles sont fabriquées par un partenaire européen de proximité, puisque Bistil, l'entreprise, est belge. Est-ce que ça, c'est pas mieux d'un point de vue politique sur 30 ans, sans casser le bâtiment? Donc, on n'a pas refait de grosses œuvres, on n'a pas recoulé beaucoup de matière, on n'a mis que de la matière isolante et de la matière photovoltaïque importée, sans sortir les gens de chez eux, sans briser, sans faire déménager les gens avec le choc psychologique des personnes, notamment âgées, qui déménagent. C'est pas pertinent, ça, d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique, ce genre de projet? Et c'est une rupture totale, mais qui fonctionne. Parce que là, vous l'avez dit, voilà, c'est la rénovation E égale 0. Les logements ne consomment pas plus d'énergie qu'ils en produisent, voire, j'allais dire, qu'ils peuvent en produire eux-mêmes. Garantie sur 30 ans, des travaux de très courte durée, en site occupé et avec des enjeux de massification. Je crois que Myrtille Allard est prête à commenter aussi. Je voudrais juste, je suis là pour parler aussi du point de vue de l'architecte. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et parler de matériaux, peut-être aussi, c'est important aussi cet aspect-là. Avant de parler de matériaux, je trouve que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que c'est un sujet avant tout technique, énergétique, mais en fait, ça change aussi complètement l'image des quartiers. Et c'est vrai que ça, on a tendance à oublier et à penser que notre rôle d'architecte est un peu cosmétique, à habiller des façades. Et en fait, non, on a vraiment une carte à jouer sur parfois des mauvais usages ou des conditions urbaines qui sont pas forcément très heureuses. Là, pour parler de l'exemple de Waterloo, c'est vrai que quand on arrivait dans le projet, dans ce quartier-là, toutes les maisons étaient traitées de façon identique. C'était très labyrinthique, très difficile de se diriger dans ce quartier. Et grâce à cette rénovation, on a en fait mis en place 2 matériaux parce qu'à un moment, il y a un processus industriel, donc on doit être un peu efficace dans notre conception des façades. Donc, on a choisi 2 matériaux, mais ces 2 matériaux, ils ont été déclinés de plein de façons différentes, de telle sorte que d'une part, on a pu marquer des axes et faire comprendre par une majorité d'un matériau par rapport à un autre les axes principaux par rapport aux axes secondaires. Et d'autre part, on a pu jouer sur une esthétique de façade où on a élargi certains zébrassements par rapport à d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule maison qui est identique à une autre sur les 160 maisons. Et donc ça aussi, c'est un tour de force. Ça aussi, c'est un tour de force. Voilà, c'est quoi les 2 matériaux? Une échelle individuelle dans un ensemble collectif qui était un peu connoté logement social, etc. Et donc là, on a rapporté vraiment de la qualité, on a résidentialisé la séquence d'entrée de l'habitant, etc. Et je pense que c'est vraiment important d'utiliser les projets Énergie Strong comme une vraie opportunité de re-questionner le contexte urbain. Et c'est quoi les 2 matériaux qui s'impliquent là-dedans? Excusez-moi, parce que les matériaux, c'est du bardage panneau et c'est du bardage en bois composite. D'accord, No life. Voilà. Et alors, il y a aussi, vous parliez du gaz, c'est ce que m'expliquait. Parfois, il faut expliquer quand même aux habitants qu'on leur enlève le gaz. Ça a été compliqué aussi, il a fallu faire de la pédagogie. Alors, mais c'est marrant parce qu'on a eu exactement la même chose sur M. Donc, la courbe d'apprentissage est assez exceptionnelle à chaque fois. Oui, parce que les locataires, en fait, c'était surtout pour la cuisson. Ils étaient habitués à faire réchauffer leur carbonade, etc. Mais c'est vraiment ça. Mais ça se comprend parce que chacun a ses habitudes quand on parle des personnes qui ont 70 ans, etc. Et donc, ils étaient quand même très réticents. Au final, ils ont quand même accepté. Et après, moi, je sais qu'il y a un monsieur qui est venu me voir sur M un an après, il dit « Ah non, mais l'électricité, c'est bien mieux. Sinon, j'ai peur qu'il y ait une fuite de gaz, etc. Là, je suis beaucoup plus sécurisé. » Et en fait, Waterloo, c'est la même chose. Les gens étaient le plus réticents sur l'abandon du gaz pour la cuisson.
Et je suis sûr que dans un an, ça va être le même discours aussi, en disant, en fait, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir de l'électricité. Voilà. Donc oui, mais c'est normal. C'est un chantier, c'est nouveau, donc il faut accompagner. On a des pilotes sociaux, etc. Il y a des gens qui vivent dedans. C'est leur habitat. C'est pas du tout comme du bureau. C'est là où il y a la famille, le foyer. Donc il faut un peu de psychologie et beaucoup d'empathie pour se mettre à la place des gens. Et puis c'est planifié, vous voyez, cette transition-là, c'est un projet mené avec un maître d'ouvrage qui dure longtemps. Il n'y a pas de brutalité exogène, c'est quelque chose qui est planifié avec les résidents. C'est pas comme si le prix du gaz doublait pour une raison ou pour une autre, ou que si on était coupé en approvisionnement pour une raison ou pour une autre. Là, on s'organise ensemble pour pouvoir le faire. C'est quelque chose qu'on planifie. Vous voyez la nuance ? Je vois tout à fait la nuance. Et alors, Rodolphe Deborche, je reste avec vous aussi. Vous avez parlé du lean, de la méthode aussi, comment elle a changé beaucoup de choses. Mais bon, vous dites quand même garder un peu de traditionnel, c'est pas mal ? Mais le lean, c'est du traditionnel. D'accord. Le lean, c'est une méthode. Donc, sur le chantier là, le lean nous a permis de gagner beaucoup de temps et de déterminer spatialement et à la demi-journée quels travaux on allait faire où, sur l'intégralité du chantier, chaque jour, chaque demi-journée. Il y a des photos qui circulent aussi sur Internet que vous pouvez voir là-dessus. Il se trouve que les façades sur rue, on pouvait les poser avec les façades préfabriquées, donc qui ont été installées sur une méthode lean, qui d'ailleurs pouvait embêter notre partenaire façadier parce qu'il avait bien envie, comme tout le monde, de faire du stock sur les chantiers et la méthode lean interdit le stock. Voilà, donc c'était flux tendu. Et puis sur l'arrière-cour où les gens avaient vécu depuis des années et des années, c'était approprié l'arrière-cour, on a décidé tous ensemble, maîtrise d'ouvrage, architecture et nous, qu'il était moins difficile de le faire avec des échafaudages traditionnels, donc avec le même niveau de performance énergétique, mais avec une esthétique architecturale différente et avec des temps de pause bien différents. En gros, pour faire une arrière-maison en tradi, il faut 3 jours, alors qu'on met une demi-journée pour poser une façade en industriel. Donc, il ne faut pas confondre là où est fabriqué l'objet qui est ensuite apposé sur la maison. Ça, c'est vraiment la dimension, soit on le fabrique dans une usine, soit on le fabrique sur site. Et la méthode de pose, est-ce qu'on le fait de manière très organisée, très processée, ça c'est le lean, ou est-ce qu'on le fait de manière plus industrielle, ou est-ce qu'on le fait de manière plus artisanale, où on avance un petit peu au jugé semaine après semaine. Voilà. Là, on avait fait de l'indus et du traditionnel en technique de pose, et on n'a fait que de la standardisation lean en matière d'organisation. Et on peut faire les deux. Alors, on peut même faire de la qualité architecturale en faisant ça. Et on peut même faire du lien social en faisant ça. On peut même faire de la performance énergétique. Et on tient les délais et on tient l'argent. On se demande pourquoi on ne le fait pas tout le temps, non ? Bon, vous êtes très enthousiaste. Il n'y a pas eu de pépins ? Tout s'est très bien passé, alors ? Bien sûr qu'il y a eu des pépins. C'est la vie. Hein. Bien sûr. C'est la vraie vie. Il y a des trucs qui tombent. Il y a des gens qui se blessent. Bien sûr qu'il y a des pépins. Il y a des gens qui sont en retard. Mais c'est l'organisation. Et comme on est sur un projet d'innovation, c'est le fait que l'équipe s'entende bien. La preuve, vous êtes tous ensemble. Non, mais ça fait un peu cliché comme ça, mais je pense qu'il y a une vraie entente sur les objectifs à tenir et les contraintes difficiles. Et donc, comme on veut tous tenir les objectifs, c'est peut-être même militant comme raison d'être du projet, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. C'est pour ça qu'on s'est choisi. Il y a aussi des raisons rationnelles de prix, de tout ce que vous voulez, d'expérience, de machin, mais aussi, on s'est aussi choisi parce que d'un point de vue militantisme, on veut que ce projet fonctionne parce que ça doit être la locomotive de la rénovation énergétique française. Si on n'arrive pas à faire la rénovation énergétique française au niveau des logements, on n'arrivera pas à tenir les accords de Paris. Et si un pays comme la France ne les tient pas, on peut tous aller sucrer les fraises. D'ailleurs, il n'y aura plus de fraises. Donc, il faut que ça marche. De toute façon, on le dit. Il faut qu'on se serre les coudes et on s'est serré les coudes. Bon, alors j'imagine, là on a bien compris ces 160 maisons individuelles à Wattrelos, que vous n'allez pas en rester là, non, Fabien Lasserre ? Oui, c'est exactement ce que je disais au début. C'est que l'objectif, c'est d'avoir une stratégie industrielle, puisqu'on demande au secteur du bâtiment c'est ça la plus grande innovation, je pense, chez Energy-Sprong, d'après moi, c'est qu'on va penser produit. Et nous, en tant que maître d'ouvrage, on dit notre produit pour diminuer les consommations énergétiques, pour être résilient au niveau des fortes chaleurs, etc., pour sortir du gaz, c'est ça, parce qu'on sait que c'est complètement compatible en 2050. Donc une production, une énergie zéro sur l'année pour les bâtiments avec une garantie derrière.
Donc nous, une fois qu'on a ce produit, on se dit, le but du jeu, on a identifié à peu près 8000 logements qui sont traitables de cette manière en individuel et en petit collectif sur l'ensemble de notre parc, qui sont traitables d'une manière simple, puisque là, on choisit spécifiquement des logements dont l'architecture est quand même assez cubique, pas très compliquée. Si on avait commencé à mettre avec des modes des natures extérieures, des chiens assis, etc., on commence pas l'ascension de l'Everest par la façade nord, quoi, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement traitables. Donc là, actuellement, on a fait nos 10 logements. Il y a les 160 logements qui vont être livrés. On est en cours de chantier sur les 32 logements collectifs, donc énergie zéro aussi complet sur 32 logements à Roubaix. On a un marché qui a été signé avec Bouygues aussi sur 207 logements en maison individuelle à Wattrelos également. Non, à M, pardon, également. On a lancé un autre marché sur 120 logements, donc on va arriver à plus de 500 et maintenant on réfléchit à comment industrialiser encore plus en fait le reste de nos logements, nos milliers de logements. Le but du jeu, c'est que cette méthode s'applique au maximum. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est développer qu'on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur, utiliser ces principes lean numériques, parce que c'est ça la clé du succès, c'est pas la façade magique, la clé du succès. C'est la méthode industrielle et l'approche produit et d'amélioration continue. C'est ça, sur des logements, des maisons de vie de 1930, que je peux pas isoler par l'extérieur et que je vais isoler par l'intérieur, ou en arrière-cour. Donc c'est ça les nouveaux axes. Et le but du jeu, c'est vraiment une transformation sur quel produit je veux pour rénover tous les logements avec une compatibilité 2050. Myrtille Yellard aussi, hein, j'imagine que belle expérience et vous continuez sur d'autres projets ? Tout à fait. Chez Red Cat Architecture, on est convaincu de l'enjeu pour atteindre la massification de la rénovation énergétique. Donc on est amené du coup à répondre à des projets là dans les Pays de la Loire. On va bientôt mener le premier chantier de logement collectif. Donc il y a beaucoup de projets à venir en Energy Sprong parce qu'on pense que c'est une démarche qui est vraiment très importante. Alors le mot de la fin pour vous, Rodolphe Debord ? Il reste encore une grosse semaine avant les élections présidentielles et si tous les candidats veulent visiter le site de Wattrelos, qui est un site exemplaire sur la rénovation et sur la transition écologique française, eh bien, bienvenue. On peut facilement le faire. Voilà, on va leur transmettre vos coordonnées, c'est ça ? cette semaine, donc pourquoi pas. Voilà, c'est ça le mot de la fin. C'est le plus beau projet de transition énergétique de France, Energy Sprong. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Donc, porte ouverte. Portes ouvertes, exactement. Voilà, ce sera un beau mot de la fin. Merci en tout cas à tous les trois pour avoir témoigné. On a déjà parlé évidemment parce qu'on comprend bien les enjeux de rénovation énergétique. Vous l'avez dit, c'est là-dessus. Hein. On se dit oui, on peut construire dans l'avenir, mais avant tout, rénovons si on veut rentrer, j'allais dire, dans les clous des accords de Paris. Vous l'avez dit, Rodolphe Debord. Donc Energy Sprong, on en a parlé. Là, on a montré concrètement ce qu'était une réalisation et votre enthousiasme. Donc ça fait toujours du bien. Merci à tous les trois. Fabien Lasserre, responsable pôle innovation technique chez Vilogia, à Myrtille Yellard, architecte de ce chantier chez Red Cat Architecture, et vous, Rodolphe Debord, directeur innovation et développement durable chez Rabot du Tilleul. On va enchaîner à présent, parce que c'est important aussi, et on l'a vu il n'y a pas longtemps dans le débat, de parler de la réglementation et des enjeux réglementaires. On va parler à présent du décret tertiaire.